Précédemment, notre invité s'est élevé contre Nicolas Sarkozy. Non, monsieur Sarkozy, l'Ukraine n'est pas à négocier. Ce nouveau numéro éclaire le lien entre architecture et politique à travers un nouvel invité, Pierre François, connu du milieu et aux convictions bien tranchées. Pierre François, honnête homme du XXIe siècle, connu pour votre faconde, connaisseur de la ville de Paris, courtisé, détesté, trublion de l'architecture moderne, vous avez écrit sur la beauté et la laideur en architecture, confondant les médiocres, provoquant les foudres des uns, suscitant l'enthousiasme des autres, mais demeurant toujours insensible aussi bien à la critique qu'à la dévotion. Dit autrement, et même en direct de Lyon au téléphone, ça va cogner. Mais vous vous en fichez, non? Quelle exquise entrée en matière. Vous me rappelez le regretté Bernard Pivot qui théâtralisait à sa juste mesure, amène, ni mordante, ni doucereuse, l'introduction de son invité, celle de son œuvre. Et pour paraphraser mon tout aussi regretté Philippe Bouvard, je n'essaye jamais de faire partager mes idées, seulement ma jubilation de pouvoir tout dire. Et que pouvez-vous tout nous dire sur la politique de l'architecture à Paris aujourd'hui? Toute une vie monastique de réflexion enracinée sur de sérieuses études postdoctorales ne suffirait pas à épuiser le sujet. J'opterai volontiers pour ma thèse en 2 minutes pour vous répondre, mais j'aime trop les chemins de traverse qui débrident les pensées enchaînées pour m'y souscrire. Eh bien, gambadons en pensée, au rythme de votre envie de nous captiver. Alors, l'architecture à Paris. N'oublions jamais que l'architecture est un fait politique aujourd'hui comme hier et comme demain. J'entends par politique non pas les basses manœuvres d'appareils et de leurs séides, mais le politicus latin relatif au gouvernement, lui-même hérité du grec politikos, qui concerne les citoyens, qui concerne l'État, c'est-à-dire la cité, puisque le citoyen est membre de la cité. Sous cet angle, l'architecture s'analyse comme un art d'articulation entre le citoyen et l'État. Un art donc qui marche sur ses deux jambes depuis le double héritage grec, donc il y a plus de 2000 ans, de l'art technique, l'art méthode, l'art procédé, d'une activité humaine donnée, l'art d'excellence lorsque son artiste, son artisan, excelle dans des qualités de production reconnues, et à commencer par ses pairs. Et l'autre jambe? Cet art s'est sublimé, transformé, affranchi au grand siècle de Louis XIV par la fondation de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648, à hauteur du beau et de l'image magnifiée du roi, incontournablement nécessaire pour contribuer à asseoir son autorité absolue. L'art excellence, l'art image. C'est tout à fait cela, tout à fait. Et qu'en est-il de la fonction d'articulation de l'art entre le citoyen et l'État? J'ai déjà levé le voile par l'interprétation de l'art à hauteur de Louis XIV, dans la lecture classique de l'État, non encore revisitée par les grands philosophes du siècle des Lumières, la soumission au monarque, fut-il peuple, aristocratie, courtisanerie, se forge par l'embastillement et la lettre de cachet, mais aussi par le faste de la cour, le classicisme de l'architecture, la maîtrise de la nature, de par les jardins à la française, et j'en oublie. En d'autres termes, l'excellence de l'artiste, de l'artisan, d'un Louis Levaux, architecte de Versailles, d'un André Lenôtre, maître jardinier de ses jardins, par exemple, combinée à la quête du beau et de l'image du souverain, entretient le cercle vertueux, en tout cas pour le monarque absolu, de la soumission, de l'admiration, de la déférence perpétuelle du monde autour duquel il gravite et doit nécessairement graviter. Précisément, précisément. Sur le plan philosophique, on mesure à quel point l'État, corps politique qui transcende la somme des citoyens pris individuellement dans une vision philosophique plus XVIIIe siècle, où l'État c'est moi, selon la formule apocryphe de Louis XIV, semble-t-il prononcé devant les parlementaires parisiens en 1655. Donc l'État œuvre inlassablement à son projet architectural, entre autres projets, pour lui attacher les Français, et pas que, à sa grandeur. Autre temps, autre mœurs aujourd'hui? Je le redis avec force et conviction, l'architecture est un fait politique, aujourd'hui comme
et comme demain. N'égrenons pas les exemples contemporains, mais explorons le champ lexical de l'attachement des Français à l'État que nous avons évoqué. Dans son sens étymologique primitif, pour l'attachement, le dénominatif d'Estache signifie pieux, poteau, et il est d'origine germanique. Dans son sens primitif, toujours, l'attache fixe, maintient immobile au moyen d'une corde, d'une lanière, d'une chaîne, d'un lien. Mais vous savez, dès avant la fin du XVIIe siècle, attaché prend un nouveau sens, un sens figuré, pour marquer les engagements que les personnes ont les unes avec les autres. Et le XXe siècle, voyez-vous, on a généralisé le sens par l'union, la jointure, le lien de quelqu'un à quelque chose d'une façon durable. L'architecture s'interprète donc comme intime attachement, dans son sens positif, du citoyen à l'État. Assurément, sur le principe, et dans la pratique lorsque les traditions historiques sont respectées. Par exemple, le double projet culturel et architectural du Grand Louvre, voulu et réalisé par le président Mitterrand, l'illustre. Citons aussi le musée d'Orsay, qui a métamorphosé l'ancienne gare désaffectée, tristement désaffectée, d'Orsay, par la volonté du président Valéry Giscard d'Estaing. Je lasserais bien volontiers, ou bien malgré moi, vous voyez, ma langue à fourcher, nos auditeurs d'un inventaire à la Prévert. Mais comment omettre le musée d'art contemporain dit Beaubourg du président Georges Pompidou et le remarquable vaisseau sur pilori, le musée des arts premiers du Quai Branly, voulu et réalisé par le président Jacques Chirac. Clairement, l'architecture comme fait politique fait sens, un sens profond et très français d'attachement du citoyen à l'État, mais en même temps vous formulez aussi une vision peinée de cet attachement pour les travaux immobiliers orchestrés par la mairie de Paris. Pourquoi? L'architecture est endeuillée. Voyez-vous, la posture politique de la mairie de Paris en matière d'architecture se dérobe à toute tradition historique. De nouveaux facteurs entrent en considération, voilés bien évidemment au grand public ou faussement valorisés par un discours dans l'air du temps. Il suffit d'arpenter Paris en observant ces chantiers immobiliers en cours ou passés. La mairie de Paris privilégie des constructions en hauteur et elles font polémique à travers les immeubles dits IGH, immeubles grande hauteur, en béton, laids, construits d'une manière anarchique, dans l'irrespect du vis-à-vis, très dense, dans un tissu urbain déjà saturé, ou à la faveur de logements dits très sociaux, que des virgules de jardin, je les appelle ainsi des virgules de jardin, prétendent sanctifier en accompagnement d'un sourire béat, bien évidemment, du maire de Paris ou de ses représentants devant les caméras, j'entends. La mairie de Paris pavoise pour ce béton coulé à flot à la démesure des années 50 et 60 que l'on toilette très maladroitement en peinturant les bétonnières d'un rose frappé d'un voie la vie en rose. La mairie de Paris pavoise aussi pour ce même béton, bombe climatique en devenir, en l'assaisonnant de gadgets visuels du genre des plaquages en bois, carrément fixés sur la façade externe en béton, autour d'une fenêtre par exemple. Et elle crie à son époumoné et à nous faire éclater les tympans. Regardez comme elle est belle ma fenêtre en bois, c'est-il pas écologique? Écologique, je dirais plutôt écologique ou técologique. Vous voyez, je me vulgarise. La mairie de Paris construit vite, laid, haut, anarchique, serré. Le fait politique classique de la beauté magnifiée par et pour la volonté du prince s'éclipse au profit des critères d'occupation mètre carré, de rentabilité du sol, disons-le,
Et voyez aussi de la convoitise de la taxe foncière qui va être revalorisée sur Paris à plus de 60%, et cela pour couvrir les frais d'une mairie aux portes de la mise sous tutelle par la préfecture. Vous pourrez en lire un rayon sur internet, on en a assez parlé. Construire moins et mieux, savons-nous le faire? Avons-nous les outils pour le faire? Bernard Arnault a consacré l'art moderne et contemporain à l'aide de l'architecte américano-canadien Frank Gehry dans un magnifique musée construit de mémoire à partir de 2008 et inauguré, on s'en souvient, en 2014 au sud du jardin d'acclimatation au Bois de Boulogne à Paris. Remarquable édifice de verrière aux allures d'un voilier dont les voiles de verre sont gonflées par les vents, c'est absolument magnifique. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Et ils sont légion dans le monde. Ces exemples aident à tisser des liens plus profonds, plus durables entre l'homme et la société à mesure que l'homme contemporain veut élargir ou approfondir, vous voulez, le champ d'ancrage de la relation entre le citoyen et l'État dont nous nous sommes entretenus. Savez-vous que de jeunes architectes engagés militent en faveur des constructions les plus innovantes, les plus audacieuses, en repensant la ville à la faveur des nouveaux enjeux sociétaux et climatiques? Voici quelques pistes bien connues. Cesser de construire à tout va des ensembles, des immeubles, de couler du béton, comme ne cesse de continuer droit dans ses bottes la mairie de Paris, mais dédier 100% de l'espace à l'érection de forêts de ville, sans absolument aucune rue bétonnée. Des chemins de terre tout au plus, colocalisés, espaces de travail, lieux de vie et de culture et de commerce, dans une sphère de proximité accessible à pied, sans voiture, et regardez des initiatives convaincantes, très convaincantes à Berlin. Démonétiser, oui, je le dis, démonétiser le béton des grands industriels au profit de solutions douces, telles que le bois, et les pays nordiques donnent aussi le tempo en la matière. Il suffit de voir leurs expériences. Végétaliser 100% des parois des immeubles, systématiser le recyclage, le circuit court, la récupération des eaux usées, et non plus le tout à l'égout, au sacrilège, pour les grands industriels de l'eau. Et j'en oublie, l'énergie positive, l'isolation naturelle à base de la paille, on a de belles initiatives dans le nord de la France en la matière, le triple vitrage, solution qui est beaucoup plus connue en Allemagne qu'en France. Vous savez, s'il est un souhait que je formule, c'est de me projeter 500 ans en avant dans le temps pour explorer les nouveaux visages urbains, pour pas que les futures générations, plus gageons sages, on peut rêver, que les nôtres auront formulé des identités urbaines plus compatibles avec l'humain, avec l'environnement, avec le climat. Et ce que je ferai, j'embarquerai comme passager le maire de Paris pour pouvoir jubiler en sa présence, de pouvoir tout lui dire et surtout de pouvoir tout lui montrer. Pierre-François, un grand merci. Si, à l'instar de Philippe Bouvard, vous n'essayez jamais de faire partager vos idées, alors c'est carrément raté. En revanche, jubiler de pouvoir tout dire porte avantageusement l'étendard de votre personnalité. Samedi prochain, un nouvel invité qui va croquer avec justesse Mathieu Vallet, policier syndicaliste, entre pitbull des plateaux de télévision et des policiers intouchables. Mathieu Vallet, un dérapage médiatique,